3 ans, nous avons en France initié une campagne contre l'hégémonie du DSM. Nous pensons que c'est un combat très important car la psychanalyse a été éjectée de la psychiatrie progressivement depuis les années 80 du siècle dernier, et le DSM dans sa dernière version confirme complètement les craintes que nous avions dans cette orientation purement biologique de la psychiatrie. En particulier, nous constatons 3 phénomènes: la surprescription, la surmédicalisation et la médicamentation, c'est-à-dire le fait que les enfants prennent de plus en plus de médicaments, par exemple la Ritaline ou les médicaments psychotropes en général. Ça, c'est lié au fait qu'on a abandonné complètement l'esprit clinique et qu'on s'en tient uniquement aux symptômes visibles. C'est les méthodes DSM qui est donc en cause, et c'est pourquoi nous avons considéré que c'était très important de lutter contre cette hégémonie. Nous n'allons pas éliminer le DSM, nous pensons que les enseignants en psychiatrie, en psychologie doivent aussi se référer à d'autres doctrines que la doctrine DSM. C'est pourquoi je pense qu'il y a un enjeu politique fondamental. Et au-delà de ça, je pense que l'élimination de la psychanalyse et de la clinique est aussi l'élimination de la dimension du sujet dans la psychiatrie, et que c'est aussi un combat pour restaurer le droit à la parole, le droit à l'écoute des patients, le droit à la subjectivité, et pas simplement à une pseudo-science objectivante et réductionniste telle que le DSM a essayé d'instaurer de façon mondiale, de façon hégémonique. Alors, la psychanalyse n'est pas une psychothérapie. La psychanalyse est plus que cela, mais la psychanalyse peut être appliquée à la dimension thérapeutique, donc c'est ce qu'on appelle la psychothérapie analytique. Le fait de vouloir réglementer les psychothérapies n'est pas absurde en soi. Il est normal que les gens qui prennent en charge la souffrance psychologique soient au fait, je dirais, d'une culture psychopathologique, qu'ils aient une formation, qu'ils aient reçu un enseignement adéquat. Donc en soi, je ne trouve pas ça anormal, c'est même un problème de santé publique, un problème peut-être même d'ordre public, que les gens qui pratiquent la psychothérapie soient formés et aient accès à une expérience clinique au moins, je dirais, consistante. Puisque vous savez qu'au départ, en France en tout cas, la loi n'était pas du tout orientée contre la psychanalyse, c'était une loi contre les sectes. Parce qu'un certain nombre de sectes religieuses utilisent le prétexte de la psychothérapie pour recruter des gens, c'est-à-dire qu'ils cherchent d'une certaine façon à traiter le malaise, la détresse de la condition humaine, la détresse, le malaise, les symptômes des gens avec l'idée de psychothérapie. En réalité, ils les endoctrinent et ils les mettent dans des systèmes fermés et parfois dramatiques, comme par exemple avec des suicides collectifs ou des choses aussi catastrophiques. Donc c'est pour ça que le pouvoir public se sont alarmés et ont décidé de réglementer en France les psychothérapies. Maintenant, je pense que la psychanalyse ne doit pas être réglementée. La psychanalyse ne peut pas être réglementée, la psychanalyse doit être laissée libre, et que les institutions de psychanalystes sont suffisamment capables de s'auto-réguler et de former correctement les psychanalystes. Il n'est nul besoin que l'État se mêle de la formation des psychanalystes. Il y a très peu de problèmes, et il y en aura beaucoup plus si l'État se mêle de la psychanalyse. Donc oui, à une certaine réglementation de la psychothérapie, des psychothérapies, tout au moins dans la formation, mais quant à la psychanalyse, je crois qu'il faut la laisser en dehors de toute réglementation. Malheureusement, c'est peut-être pas possible dans la mesure où, pour tout un tas de raisons très difficiles à développer, très longues à développer, il n'est pas impossible qu'en France comme en Belgique, les lois sur les psychothérapeutes et sur la psychothérapie soient... D'ailleurs, en France, ce n'est pas une loi sur les psychothérapies, c'est une loi sur l'utilisation du titre de psychothérapeute. Mais finissent par avoir un impact sur la psychanalyse, ce que je déplore évidemment profondément.
Alors, par rapport à l'autisme, vous savez qu'il y a un débat terrible entre les tenants des méthodes comportementalistes et le tenant des analystes. Mais en fait, moi je pense qu'il faut, pour le moment, il n'y a aucune étiologie qui a été trouvée à l'autisme. En plus, on mélange beaucoup de formes qui ont été individualisées dans la psychopathologie sous les formes du trouble du spectre autistique. Donc on mélange pour moi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, comme l'autisme originaire, l'autisme secondaire, les schizophrénies précoces, les psychoses infantiles, et toutes ces choses-là sont mises sur le même vocable des troubles du spectre autistique, ce qui me semble quand même un petit peu délicat. Et je pense que dans ces maladies-là très précoces, il faut avoir une approche pluridisciplinaire et que ce n'est pas parce qu'il y a des méthodes comportementalistes qui, dans certains cas, peuvent favoriser le langage, je dis bien dans certains cas, parce qu'il y a un certain nombre de troubles dits autistiques actuellement dans lesquels le langage est d'emblée, qu'il faut oublier ce qu'apporte la psychanalyse, c'est-à-dire qu'un sujet habite ce langage. C'est pas parce que vous parlez que le sujet habite le langage. Et donc, tout ce que peut apporter la psychanalyse, c'est, dans les psychothérapies adaptées à ces formes précoces, quelque chose qui fasse néanmoins émerger un sujet qui est très délicat à manier dans ces formes de pathologie. Et en aucun cas, les formes comportementalistes ont pu favoriser l'émergence d'un sujet. C'est même le contraire, puisque finalement, c'est sous forme de récompense, si ce n'est de punition, quand les bons mots n'ont pas été donnés. Et par ailleurs, bien évidemment, il faut que ces formes soient abordées de façon pluridisciplinaire, parce qu'il y a aussi tout le côté éducatif et développement de l'intelligence, qui ne peut pas être laissé de côté. Ce qu'apporte la psychanalyse, c'est quelque chose qui permet l'individuation d'un sujet. Oui, alors est-ce que la fonction paternelle dans nos sociétés de consommation est entamée? Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre fonction paternelle et patriarcat. Autrement dit, que la société soit moins patriarcale qu'elle ne l'a été parce que les femmes ont pris une toute autre place que dans les siècles antérieurs, n'a rien à voir avec le fait que la fonction paternelle s'écroule. Bon, moi je pense que par rapport à la jouissance, effectivement la société de consommation peut peut-être augmenter à certaines formes de pratique devant les écrans, qu'il faut toujours des choses comme ça, mais ce n'est qu'un moment. En général, je pense que pour les enfants et pour les adolescents, les adultes qui vont grandir, il y aura d'autres fonctions paternelles qui vont apparaître, qui feront séparation entre l'enfant et la mère et qui ne sont pas forcément de l'ordre d'une hiérarchie patriarcale du père sur la mère. Et franchement, je pense que quand certains analystes ont déploré l'affaiblissement de la fonction paternelle, je pense que c'est quelque chose qui a été pris du côté de l'affaiblissement du patriarcat. Et pour moi, il me semble que la fonction paternelle, c'est quelque chose de l'ordre du tiers entre la mère et l'enfant, et que beaucoup de choses peuvent avoir lieu dans ce sens. Je pense qu'il n'y a pas seulement la question de la fonction paternelle. On peut dire que dans l'évolution de nos sociétés, la place de l'enfant a énormément changé. C'est sûr que parce que la possibilité d'une procréation qui soit contrôlée par les moyens contraceptifs est arrivée par rapport à cette avancée-là, c'est sûr qu'il y a, en tous les cas, dans nos sociétés, en Europe, les couples ont beaucoup moins d'enfants, et donc l'enfant a pris une place qui est centrale, du désir des parents
Et peut-être même qu'à certains moments, les enfants peuvent représenter tous les espoirs et les espérances des parents. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est certainement beaucoup plus important que l'affaiblissement d'une fonction paternelle, qui serait l'affaiblissement en fait surtout du patriarcat. Parce que à chaque fois qu'on met les enfants au centre de la vie des parents et qu'il n'y a peut-être plus rien d'autre pour supporter l'espoir, là il peut y avoir effectivement des problèmes et une augmentation des formes de jouissance. Pour moi, c'est plutôt de ce côté-là. Les enfants actuellement portent l'espoir messianique de leurs parents. Dans une société où la religion est quand même un peu affaiblie, ce sont les enfants qui portent cet espoir messianique. On n'a qu'à voir effectivement tout ce qu'on fait pour eux, et je pense que c'est très important comme évolution, alors que l'affaiblissement du patriarcat, au fond, porte plutôt les femmes à aller investir ailleurs que dans leurs enfants. Et je pense que ça limite cet effet messianique de l'enfant. Vous ne direz pas les choses comme moi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Margot sur la place des enfants. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que les objets gadgets, Oui. c'est très important dans la société de consommation, que ce ne sont plus des objets phalliques, mais c'est des objets gadgets, jetables. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas dire tout en 5 minutes. Hein. C'est bien, ouais, c'est très bien. C'est-à-dire que tu ne crois pas qu'ils mettent leurs objets phalliques ailleurs? Oui, mais ils sont appelés par la société, happés, captés par les objets, des objets jetables, des objets qui sont des objets gadgets, et qui sont effectivement, qui n'ont plus une fonction phallique, qui ont une fonction d'objet gadget, et c'est pas du tout la même chose. Et dans ce sens, effectivement, ça crée des addictions, finalement, des addictions très, très importantes à ces objets-là, et surtout ça détruit souvent la communication familiale. Hein. C'est un vrai problème. Sans parler du virtuel, la place du virtuel, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, avec les nouvelles phobies qui se créent avec le virtuel. Ouais. En tout cas, les phobies qui utilisent le virtuel. À l'adolescence, oui, ouais. Mais il y a différentes manières d'utiliser le virtuel. C'est-à-dire, au fond, il y a des mais je ne suis pas contre, de toute façon, on ne peut pas être contre. Il y a des adolescents qui font des jeux constructifs avec le virtuel, qui s'informent. Il y a tout ce qui est rapport social. Alors, effectivement, ce qui est compliqué, c'est les adolescents qui s'enferment dans le virtuel. Et finalement, ce qui a quand même été démontré, c'est que actuellement, passé un certain âge, il n'y a pas tant d'adultes que ça qui s'enferment dans le virtuel. Il y a beaucoup d'adolescents, mais ce qu'il faut voir dans l'enfermement dans le virtuel, est-ce que c'est une socialité ou est-ce que c'est un abandon complet de socialité pour partir dans des systèmes très solitaires? Et là, souvent, c'est des pathologies plus inquiétantes qui sous-tendent l'abandon de toute socialisation en utilisant le virtuel comme une manière de s'enfermer. Moi, j'ai lu des études qui diraient que finalement, les adolescents qui utilisent le virtuel comme quelque chose de social, c'est-à-dire une manière de rentrer en communication avec les autres, voilà, passer un certain temps, ils passent dans des relations moins virtuelles. Et en quelque sorte, j'ai imaginé que cette utilisation du virtuel, ça permettait une sorte d'attente, de latence de l'adolescence. C'est-à-dire qu'au fond, on retarde la rencontre. On retarde la rencontre réelle avec l'autre sexe en passant par le virtuel, ce qui était tout à fait, avant, c'était une fonction tenue par les parents, qui interdisait la rencontre avant le mariage, par exemple. Donc, je pense que les adolescents utilisent aussi le virtuel comme ça.